Bon, alors maintenant qu'on a un peu défini cette ligne éditoriale et qu'on a un peu fait l'historique, justement, si on enchaîne un peu plus sur ce côté ligne éditoriale et contenu proposé, c'est vrai qu'il y avait ce thème de la place du jeu que tu accordes et que vous accordez dans votre média. Et par le côté jeu, j'entends un peu ce côté analyse poussée, plus ou moins d'ailleurs poussée, juste parler de tactique ou de scouting ou de chiffres qui va au-delà de simplement la brève de un tel est blessé, un tel fait ça. Donc sur ce côté-là, un peu analyse, on va dire, mais qui a un sens très très large. Quelle est un peu la place que toi tu souhaites donner à l'analyse par rapport à être simplement un site d'actu et de là il y a tel box score et telle victoire des Spurs de la nuit dernière, quoi. C'est une très bonne question et j'avais hâte d'en discuter avec toi parce que c'est le débat qui dure depuis des années, hein, notamment sur comment faire et peut-on allier les choses. Je trouve qu'il faut savoir où placer le curseur, et nous, vu qu'on est des passionnés de basket, moi je sais que je veux pas non plus être sur du full putaclic ou full AFP, tu vois. Ouais. Donc il fallait trouver un juste milieu. Quand t'es passionné de basket, et c'est ton cas, je pense que t'es intéressé par ce qui se passe. T'as pas juste envie de raconter, comme tu l'as dit, point, rebond, passe, score final, merci, au revoir. T'as besoin tu vis des trucs, en fait, déjà en tant que fan de basket. Et quand tu les vis en tant que fan de basket et à analyser le truc, tu remarques au sein d'un match, ça c'était un élément important. Ça là, il s'est passé un truc à ce moment-là là, qui a tout fait basculer. Et on peut pousser la chose en disant voici ce qui s'est passé stratégiquement, comme tu le fais toi si bien, ralenti, zoom, explication, vulgarisation. Moi je voulais faire de la vulgarisation, mais je voulais tendre la main déjà à ceux qui se tapent les matchs la nuit, et tendre la main à ceux qui veulent mater des matchs la nuit ou juste qui sont passionnés de basket, et qui voulaient savoir réellement ce qui s'était passé. Parce que quand tu as un match, il y a des matchs, t'en connais comme moi, tu regardes la feuille le lendemain, et en fait, tu te dis, bon, voilà, je sais pas, LeBron, il est à 30 points, il a été bon, mais en fait, c'était pas ça l'élément. Et moi, je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en fait, si LeBron il avait mis 30 points mais qu'il en avait mis 25 à la mi-temps, le run du troisième quart-temps de Matthew Dellavedova ou de Kevin Love ou de je sais pas quoi, tu vois, époque Cavs ou d'autres trucs comme ça, c'était ça sur quoi il fallait mettre l'accent. Et tant pis pour LeBron, on fera pas le même reach parce qu'on parle de Dellavedova, tu vois. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc, nous, ça nous a toujours tenu à cœur au maximum, du mieux qu'on peut, de donner une forte place au jeu. Et après, il y a tout ce débat autour de la stratégie, l'exécution, les systèmes, où à titre perso, j'ai toujours voulu le faire et en faire. Je pense que t'en souviens, il y a quelques années, j'avais essayé 2-3 palettes vidéo notamment. Bien sûr, ouais. Et par le passé, à la base, je suis sur Basket Evolution, sur le forum, à faire des longs pavés de voilà ce qui s'est passé sur le quatrième quart-temps, sur la couverture en défense, quand ils ont fait ce remplacement et que ça a switché, patati patata. Mais il y a aussi une réalité à qui tu parles, tu vois. C'est encore une fois un jeu de curseur, mais tu ne peux pas pour moi te dire je vais développer le basket en France et je vais accorder 70% de mon temps à du système et à la stratégie. Ah bah oui. Ce n'est pas possible. C'est comme des gens parfois qui me disent bouh, on aimerait bien le basket un peu plus à la télé, et une fois que M6 diffuse, ils disent bouh, les commentaires sont pas bons. Ouais, mais il faut qu'on soit plus intelligent que ça, tu vois. Faut qu'on comprenne tout le truc. Et donc je sais pas ce que t'en penses toi, parce que c'est notamment un des trucs sur lesquels t'es le meilleur là-dessus, mais c'est comment à la fois s'adresser à beaucoup de monde, mais sans s'enfermer dans une case stratégico-tactico barbante un peu. Ouais, mais alors là, en plus, si tu prends mon exemple, et moi je suis dans l'extrême opposé en fait. Je parlais pas forcément de ce niveau-là d'analyse, même, tu vois, c'est ce que vous faites dans vos apéros, c'est qu'il y a quand même un niveau de
c'est pas juste, on dit, lui, il a fait 30 points, lui, cette saison, il est bon ou il est pas bon. Ça s'arrête pas là, quoi. Vous avez quand même une certaine notion d'essayer d'expliquer des choses, d'essayer aussi de vulgariser. Mais tu parlais de curseur, c'est exactement ça aussi. C'est toute la posture, toujours de, bon, on a un grand média, on a un très grand média même, on va être écouté sans doute par des gens, par plein de gens différents. Voilà, je suppose, je sais pas, tu me dis, mais on a envie de proposer un apéro où, certes, on va quand même essayer d'expliquer que, pourquoi est-ce que le coach est bon ou il est pas bon. On va quand même donner des éléments d'analyse et pas juste regarder le bilan de victoire. On va dire pourquoi tel joueur ça marche, pourquoi tel trade n'a pas marché. Voilà, vous apportez aussi ce niveau-là. Mais je suppose qu'il y a aussi ce truc de, on veut pas faire trop superflu, mais on n'a pas envie non plus que des gens qui attendent un peu plus, ils soient un peu déçus. Donc, je trouve que c'est un truc assez compliqué à gérer. Enfin, je sais pas c'est hyper dur. Comment vous le faites, quoi. C'est hyper dur. Et la réponse à ça, parce que souvent j'en ai discuté avec l'équipe de rédaction, c'est que ce sera jamais parfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit tu parles à tout le monde et à ce moment-là t'as pas fait assez de stratégie, soit t'as fait assez de stratégie, trop de stratégie, et à ce moment-là t'as pas parlé à tout le monde. Ouais. Soit t'as fait trop de trucs putaclic et à ce moment-là t'étais pas assez dans l'analyse, soit t'as fait trop d'analyse et à ce moment-là t'as pas touché assez de personnes. C'est la réalité du monde. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Tu ne pourras pas faire un média parfait. Ça n'existe pas. ESPN, ils se taillent les veines à essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, et il y a encore des critiques. C'est comme ça. Et d'où d'ailleurs ce truc autour de LeBron, notamment quand il était venu à Paris, où il y avait cette histoire de... il y a encore des critiques sur ce mec alors qu'il ouvre des écoles. Enfin, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire. Et donc, à partir du moment où tu fais abstraction de qu'est-ce qui est parfait, puisque ça n'existe pas, et si on était nous-mêmes et on voit comment ça se passe. Et donc, c'est très dur en effet, parce que tu vas pas satisfaire tout le monde, c'est impossible, mais tu peux arriver à un entre-deux qui est intéressant. Et je trouve que l'entre-deux qu'on a trouvé, c'est qu'en dépit des vous nous faites marrer, ou vous nous faites kiffer, ou nous machin truc, c'est que l'image que nous on a et que je vois en bossant avec d'autres médias ou avec d'autres personnes, c'est que ça taffe, en fait. Ça bosse dur. Et je pense que les gens universellement respectent les travailleurs. Non, mais tu sais, j'ai eu la chance de parler aussi à Erwan un peu plus tôt sur First Team, et il me disait un peu pareil. Il disait, parfois on nous complimente, vous êtes drôle et tout ça, mais il me disait, mais moi je veux pas être connu pour ça, quoi. Et c'est pas que ça, nous on aime bien parler de basket pour de vrai aussi, et de dire, lui pourquoi est-ce qu'il est bon, pourquoi est-ce qu'il est pas bon, qu'est-ce qui s'est passé, et on veut pas laisser trop de monde sur le côté où être juste les rigolos, quoi. Donc il y a ce côté aussi où parfois vous arrivez avec Alex, il a son petit carnet de notes, etc. Vous avez fait d'ailleurs une vidéo cette année sur pourquoi l'explosion offensive, etc. Mais même je trouve que il y a ce côté où tu as envie aussi, sans doute, de parler à tout le monde, mais d'essayer de prendre un peu par la main les nouveaux et de leur proposer un peu plus que juste le débat qu'ils peuvent avoir entre potes, quoi. Ouais. En fait, t'es obligé. Pour une vidéo de pourquoi ça défend moins, entre guillemets, ou faut-il supprimer le passage en force, ou 50 minutes sur les Hornets, no disrespect sur les Hornets, mais on va faire une preview de 50 minutes sur les Hornets, tu vois, ce qui peut pour certains représenter du vent, no disrespect envers eux, mais tu vois, nous on fait les 30 premiers en 30 jours parce que j'adore les 30 franchises et que ça me fait kiffer d'en parler, mais tu parles à tout le monde, donc il y a aussi ces fans-là qui ont envie qu'on parle à eux et qu'on se soit autant intéressé à leur équipe qu'à d'autres. Mais si tu veux grandir, si tu veux nourrir des gens, si moi je veux avoir des gens qui sont pas dans mon équipe, salariés, qui ont une vie à vivre, je peux vous jurer que ça n'existe pas de vivre de palette, en fait, tactique. Et il faut juste trouver le bon curseur. C'est ce que certains ont voulu critiquer en Bleacher Report, par exemple. Tu vois, autre exemple de média qui a pu avoir son influence. Grantland s'est effondré parce qu'ils ont trop... Et Bill Simmons et compagnie l'ont reconnu, parce qu'ils ont été trop... quel est le meilleur film entre Coach Carter et machin truc, ou Deep Dive dans cette scène tournée avec Shaq et Penny dans Blue Chips. Ok, c'est formidable éditorialement, c'est génial. Mais je peux vous garantir que c'est pas avec ça que vous nourrissez des gens. Donc, faut trouver ce juste équilibre entre... on va parler des Rockets, on va parler des Hornets, on va mettre en avant, là, je sais pas moi,
Bryce McGowens, tu vois, chez les Hornets, parce que j'ai bien kiffé sa Summer League, et ça va intéresser personne. Et en même temps, je vais reprendre la quote de Stephen Curry qui dit que c'est le meilleur meneur de tous les temps, parce que tu vois, du coup, c'est un équilibre. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a aussi un peu, tu commences à en parler, mais il y a un peu un fantasme chez un peu la niche tactique de dire il faut parler de jeu, oui. Il faut le faire beaucoup, etc. Mais comme tu dis, en fait, d'ailleurs, toi en tant que grand chef d'un média, tu nous dis ça aussi, c'est que notamment il y a des impératifs d'audience et de motivation où tu proposes de l'analyse, et je pense que vous êtes à un niveau pas du tout, vous êtes à un niveau médian, quoi. Tu t'es pas du tout dans du superflu, mais en même temps tu peux pas te permettre de faire trop non plus. C'est aussi ça que tu nous expliques, quoi. Ouais, bien sûr. Et je vais être très honnête, mais c'est pas ce que si j'avais une baguette magique, c'est pas forcément ce que j'aimerais faire. Comment dire ? J'adore tout ce que je fais, mon quotidien, c'est formidable, j'adore ce projet, j'adore les personnes avec qui je travaille et toutes les choses qu'on a pu faire et qu'on va faire. Mais si j'avais une baguette magique, mais j'adorerais, moi, que les gens ils soient avec moi à 4h30 du mat à faire autant de reach parce que Trendon Watford, il a fait un mois de mars incroyable. J'adorerais, parce que moi, du coup, ça devient, mais comme toi, quand on discute sur Twitter, t'as des coups de cœur comme ça, t'as des gars qui sortent un petit peu de nulle part, où tu vois, quand tu fais un jeu comme la dernière fois avec devinez qui est qui, avec James Young et je sais plus qui j'ai vu croiser, là, parce que ça a été encore pour Bunk McNulty, j'imagine, ce genre de réponse. Mais tu vois, ces trucs-là, moi j'adorerais, mais croire que ce que je fais, c'est absolument tout ce que j'adore par-dessus tout, non, c'est juste le bon équilibre entre ce que t'aimes faire et la réalité que la société et que le monde et la vie t'imposent, tu vois. Ouais. C'est une fois que tu comprends ça que tu t'ajustes mieux, je trouve. Je pense qu'il y a ce côté impératif, audience ou financier, ou je sais pas comment tu le dis, où effectivement, en fait, s'il y avait des médias de niche tactique qui pouvaient exister, ils existeraient, en fait. Je pense. Bah oui, mais évidemment. C'est juste que la cible n'est peut-être pas assez grande. Donc il y a ce côté-là, mais même, je te pose la question, même au-delà de ces impératifs, on va dire, c'est peut-être pas non plus l'envie de toi et de ta ligne éditoriale et de vous dans votre média. Il y a aussi ce truc de raconter aussi des histoires sans forcément parler de qu'est-ce qui se passe tactiquement sur le terrain ou de stats très poussées. Il y a peut-être aussi ce truc ça reste aussi un objet d'entertainment, finalement, la NBA, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a de ça, et il y a aussi, quand je te parlais tout à l'heure d'accepter, de refuser la perfection parce qu'elle n'existe pas. Moi, un des plus grands héritages, avec des guillemets, des grosses guillemets, que je peux avoir, c'est quand il y a des personnes que je croise et qui me disent depuis qu'on connaît votre projet et ce que tu fais, j'ai envie de vivre de ma passion et j'ai envie de me lancer dans le basket et de trouver mon truc, etc., tu vois. Pourquoi c'est un vrai cadeau ? Parce que regarde par exemple les frérots d'envergure sur la NCAA, qui font un taf formidable tout au long de l'année depuis des années. Je vais pas débarquer sur un créneau pour débarquer sur un créneau. Et ils ne vont pas débarquer sur un créneau qui n'est pas, entre guillemets, le leur. C'est-à-dire, il y en a plein, par exemple, qui me disaient « Pourquoi vous vous foutez pas sur le basket français ?» Mais parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon audience. Je vais pas m'intéresser à un truc dont je parle peu ou que je regarde peu, tu vois, juste pour faire des clics. Ça n'a pas de sens. Donc, si nous, on est très bon à un truc, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont être très très bons sur la NCAA, il y en a qui vont être très très bons sur le basket européen, il y en a qui vont être très très bons sur du tactique. Et breaking news, personne ne peut être capable de combiner tout ça. Cela n'existe pas. Oui. Mais il faut accepter cette réalité, parce que comme tu l'as dit, je ne sais plus quel était le terme que tu as utilisé, c'était un peu un fantasme ou une utopie. Il faut quitter un petit peu ce fantasme, selon moi, mais on pourrait tout faire à la fois. Non, ça n'existe pas. Tu peux essayer de trouver le bon curseur et le placer où tu peux, mais faut aussi accepter qu'il y a des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font et que toi tu seras pas aussi bon dedans, et que c'est formidable que le gâteau grossisse. Moi j'adore voir des nouveaux comptes français qui se lancent, ou des nouveaux médias avec des nouvelles manières de faire. Moi j'ai déjà hâte, tu vois, d'un gars là qui écoute ce podcast et qui a peut-être 14 ans et qui fera son propre trash talk dans 5-6 ans. C'est formidable, parce qu'on fait grossir le gâteau, tu vois, et il va reprendre certaines de
de nos idées et de mes idées, il va les faire encore mieux. Et il va apporter encore plus. Mais faut juste être réaliste, selon moi, sur qu'est-ce que tu peux faire en France. C'est important de le rappeler, en France, sur le basket, pour en vivre, sachant que tu as une tête, 2 jambes, 2 bras, 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine et 365 jours par an. À partir du moment où tu as ça, plus les contraintes de décalage horaire, hein. Mais à partir du moment où tu as ça, tu peux pas être partout. Oui, et je pense qu'il y a aussi un côté où quand t'es vraiment dans l'analyse un peu poussée, je dis, il y a un peu parfois ce fantasme ou parfois ce snobisme, hein, et que j'ai eu pendant pas mal d'années en plus. Bien sûr. J'en parle d'autant plus librement, mais t'as ce truc de non, mais il y a que la tactique qui vaut ou quoi. Et en fait, non, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a, enfin, comment dire, la NBA a ce double truc pour moi d'un côté, c'est un produit d'entertainment. Oui. Qui fait rêver des gens et qui est là aussi pour raconter des histoires et pour casser ce genre de vecteur en fait. Et de l'autre côté, c'est vrai que oui, c'est aussi le basket en soi un vrai objet d'étude également qui peut mériter une approche scientifique ou voilà, en termes de théorie des jeux, de prise de décision, tout ce qui est mathématiques, etc. Mais je pense qu'il faut pas se tromper aussi sur le fait que il faut essayer de concilier les deux. Et je pense que ceux qui réussissent de toute façon, c'est ceux qui arrivent à concilier les deux. Je pense que vous le faites assez bien et que vous êtes pas, voilà, t'as l'air de t'en défendre, mais vous êtes pas du tout sur des discussions de comptoir. Je trouve que vous avez apporté un certain niveau d'analyse aussi, quoi. Ah oui. Mais non, moi, bien sûr. Non, moi je suis tout à fait à l'aise. Enfin, je m'endors le soir tranquille en sachant ce qu'on fait et quel est notre niveau de connaissance et de travail. Hein. Je dis juste que c'est marrant que tu le soulignes parce que je sais qu'il y a eu et il y en a et il y en aura du snobisme, encore un top 10 all time ou un truc comme ça, tu vois. Il y en a eu, il y en a et il y en aura des critiques. Faut juste faire avec en fait. Ouais. C'était une de mes questions, c'est comment vous gérez un peu ces critiques qui peuvent d'ailleurs aller un peu dans les deux sens. Moi, je m'en sors très bien parce qu'on a une communauté formidable et que je pense qu'on arrive assez bien à mettre en avant les gens passionnés de basket qui sont des personnes globalement que je trouve formidables. Pas pour en faire en comparaison avec d'autres communautés, juste c'est un fait. C'est un fact. Je trouve que les gens sont bienveillants et font les choses bien. Des critiques, il y en aura quoi qu'il arrive. Mais premièrement, je pense que ce serait totalement injuste de se dire... ce serait injuste de dire « Ah mais je comprends pas, j'essaye d'aller le plus loin possible et je comprends pas pourquoi il y a des critiques. » Il va y en avoir. À la base, quand t'es underground, et on le voit ça avec des artistes, avec des rappeurs, avec des groupes, etc., t'es content, t'es underground, t'as envie d'y aller, de passer le cap. Puis tu passes le cap, et puis les mecs qui étaient là au début disent « Ah ouais, t'es plus comme avant. » Enfin, tu vois, il y a toujours... Ouais. Il y aura toujours des critiques, quoi qu'il arrive. Dans une année 2023 et bientôt 2024 où la santé mentale a été mise plus en avant que je trouve jamais auparavant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est de plus en plus vulgarisé, sensibilisé. Moi, je vois qu'il y a des gens qui parfois sont étonnés que j'envoie des messages « J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, etc. » Tu sais, comme je peux le faire parfois sur les réseaux. Parce que c'est juste important de remettre du positif dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on fait. Les critiques, il y en aura, il va continuer à en avoir, faut juste les accepter en fait. Et donc, je pensais pas faire un shout-out à Cat Williams, l'humoriste en plein milieu de ce podcast, mais il a sorti une phrase que j'ai trouvée très vraie et que j'ai embarquée avec moi, tu me parlais notamment d'inspiration, où il disait pour moi, si j'ai 20 haters en mars, il faut que j'en ai 40 en juin. Ouais. Et c'est une approche très particulière, mais c'est une manière de dire genre, il y en aura, mais s'ils parlent, c'est leur réflexion de leur propre insécurité, tu vois ce que je veux dire, c'est leur propre truc. C'est eux qui ont besoin de régler les trucs. Mais s'ils parlent de moi, je suis très content de payer le loyer dans les HLM que je pose dans leur tête, tu vois, enfin, ça me va. Ce qu'il faut juste, et je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de ça, parce que j'en parle parfois avec des gens qui sont dans le milieu, qui ont des gros comptes, c'est de se rendre compte de la méchanceté gratuite parfois qui peut exister et donc avoir un certain recul. Oui. Il faut juste parfois faire un peu un nettoyage et se rappeler que
que c'est pas personnel quand on te traite de fils de pute. Oui, c'est vrai. C'est un peu le Twitter, enfin de X, pardon, parce que maintenant il faut l'appeler comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est tout le truc de savoir gérer ce curseur en fait. Et comme tu dis, je pense que il y a aussi des contraintes assez concrètes et tu peux pas te permettre d'aller dans trop du trop du détaillé, pour parler au grand public, parce qu'en fait le grand public ne t'écoutera pas forcément. Donc il y a ce côté-là. Je te rassure qu'il y a aussi d'autres critiques de l'autre côté. Bien sûr. de trucs de arrêtez avec vos chiffres, ou vous faites chier, ou vous dites n'importe quoi. Oui, donc, voilà. Question, vous faites chier avec les stats avancées, c'est de la ça, merde. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc je pense que les critiques, en fait, c'est que c'est un peu inhérent, quoi, malheureusement. Et oui. Mais toi, t'en as aussi. Bah oui, bien sûr. Et je posais la question à Erwan de First Team, il me disait que lui aussi, il en a. Bah, bien sûr. C'est évident, c'est bien évident. Sûr. Il y en a, mais comme je t'ai dit, il y en aura. Moi, c'est vraiment, ça en revient à l'exemple de LeBron à Paris, quoi. Où moi, je me suis dit, attends, mais ce gars, contre tout, sans connaître son daron, à ouvrir des écoles, à proposer des. Je veux dire, le mec fait des trucs monumentaux. Et il y en a qui se réveillent avec le désir de le haïr, quoi. Tu vois. Donc, à partir du moment où t'en es là, ça sert à rien de se focaliser sur les personnes qui vont critiquer. Moi, parfois, j'aime bien en prendre un ou deux pour dire alors vas-y, explique-moi et détaille-moi, comme ça, peut-être que je vais essayer d'un peu mieux comprendre. Mais la plupart du temps, je ride avec ceux qui sont OK de monter de manière respectueuse à bord. Et on aura des désaccords tactiques, des désaccords d'avis, d'opinion, etc., mais respectueuses. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.